8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Alain Boer. Bonjour Alain Boer. Bonjour Romain Desarbres. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Et je cite votre dernier livre, il y en a beaucoup, mais votre dernier livre, Chine, la revanche de l'Empire, la fin de l'Occident. Avec un point d'interrogation que je précise à chaque fois, aux éditions Fayard Chose Vue. Merci beaucoup d'être là. On a 20 minutes. On est ensemble pendant 20 minutes sur CNews et sur Europe 1. On va parler d'immigration, de Vladimir Poutine, de ce qui se passe en Ukraine. Mais je voulais commencer bien sûr par l'Iran. Donald Trump communique beaucoup sur son réseau Truth Social et sur tous les médias. Ces dernières heures, je voulais vous entendre sur sa réponse à la question d'une journaliste américaine qui lui demandait s'il envisageait d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Trump a répondu un non très clair, ajoutant que la question était stupide. Mais il avait quand même menacé de détruire la civilisation iranienne il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça dit du moment où l'on est du conflit avec l'Iran ? Alors d'abord, c'est une question légitime. Elle est stupide peut-être, mais légitime. Elle est légitime parce que quand on dit arme nucléaire, on parle de deux choses totalement différentes. L'arme nucléaire dite stratégique, celle qui est faite pour ne pas s'en servir, qui permet en général d'éviter les guerres et qui a trouvé ses limites en septembre 2001 quand les États-Unis, principale puissance nucléaire du monde, ont été attaqués à la fois sur leur site militaire, le Pentagone, sur leur site économique, les Twin Towers à New York, et historiquement sur le site principal qui était politique. Et heureusement, la révolte des passagers a permis d'éviter l'attaque contre le Capitole ou la Maison-Blanche. Et là, on s'est rendu compte que la dissuasion nucléaire ne servait pas à tout, ni pour tout. Et depuis la guerre de Corée, qui est le modèle des guerres modernes, 1962, tout le monde a oublié, mais 3,5 millions de morts quand même, le monde entier contre la Chine et la Corée du Nord, les Américains se sont rendus compte que d'un côté, il y avait la masse, de l'autre côté, la technologie, et qu'en fait, ça s'équilibrait. Il n'y avait pas une garantie de victoire absolue. Ce que les Américains redécouvrent en Iran, d'ailleurs. Et du coup, on a inventé l'arme nucléaire tactique qui est faite pour s'en servir. Les Américains auraient pu se servir de l'arme nucléaire tactique pour détruire les sites d'enrichissement d'uranium iranien. On a 3 sites identifiés qui ont tous été bombardés. Un 4e qui ne l'a pas été, la montagne de la Pioche, tellement elle est granitique et très profonde, qui est une interrogation et qui reste une interrogation aujourd'hui encore. Et un 5e site découvert au cours de la guerre, Minjidai, qui était le site où les Iraniens préparaient à la fois des centrifugeuses pour augmenter l'enrichissement de l'uranium et la préparation d'une ogive nucléaire. L'idée d'utiliser l'arme nucléaire tactique a été abordée pour le site de la montagne de la Pioche. Donc ça n'est pas totalement idiot. Mais ça n'est pas l'arme de la fin du monde. C'est une opération ciblée, minutée, qui est... Mais ça aurait quel effet d'utiliser cette arme nucléaire symbolique sur un site iranien. Le nucléaire, c'est symbolique. De toute façon, petit, gros ou pas, c'est symbolique. Mais là, on ouvre la boîte de Pandore dès qu'on utilise l'arme nucléaire. On l'avait déjà ouverte au Japon, et ça a permis de terminer la guerre et de la refermer tout de suite. Maintenant que vous avez vu ce que ça fait, on s'en servira plus jamais. Mais le général MacArthur, comme le général Eisenhower, avait imaginé ça. Je précise d'ailleurs qu'il y a 4 sites européens qui disposent d'armes nucléaires tactiques américaines, qui sont des pays surdotés de l'OTAN et qui permettaient de répondre à une éventuelle attaque massive de l'Union soviétique. Ces armes n'ont jamais été retirées. Elles sont toujours là, elles sont même en voie de modernisation. La France avait exactement la même avec Pluton et Hadès. Jusqu'au moment où le président Mitterrand a dit « Oui, mais qui nucléarise-t-on si on les utilise ? Les Allemands, c'est donc pas une bonne idée. » On a remis tout ça au placard. Donc, c'est un enjeu, c'était une bonne question, c'est une excellente réponse, parce que je crois que le président américain, qu'on dit versatile, pas clair, incohérent, et parfois dans d'autres sujets, problème que j'ai traité par ailleurs, a été, de ce point de vue, d'une clarté absolue, y compris sur la théorie qui est « Qui voudrait vraiment... » Qui serait assez fou pour utiliser une arme nucléaire. Mais le fait d'en parler, ça met l'option sur la table. Parce qu'elle existait avant. La question ne vient pas de nulle part, parce que les fuites permanentes qui viennent du Pentagone, sur à peu près tout, le nombre de missiles, les munitions, les débats qui existent à l'intérieur, le fait de virer le secrétaire à la Navy en pleine guerre navale, ou bientôt le secrétaire à l'armée de terre, parce qu'il résiste un peu aux pulsions du secrétaire à la guerre, puisque c'est son nouveau nom, M. Hegseth, montre à quel point le débat existe. En tout cas, la réponse a clarifié le sujet. Alain Boer, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer ? À la fois, Donald Trump dit qu'il a tout le temps du monde pour attendre un accord avec l'Iran, et en même temps, cette guerre et cette situation et ce blocage de fait du détroit d'Ormuz déséquilibrent totalement l'économie mondiale.
Alors d'abord, le blocage n'existe pas. C'est une illusion d'optique. Il y a aujourd'hui un barrage filtrant américain et il y a un très grand nombre de bâtiments qui continuent à passer l'air de rien En payant en payant les uns ou en arrêtant leur GPS qui s'appelle un AIS et qui passent par le Pakistan justement, le long de la frontière là-haut. Et ça ne se voit plus. Donc une trentaine de ces bâtiments ont été identifiés et sont passés. Mais comme le Pakistan est un intermédiaire qui joue toujours un double ou un triple jeu, parce que c'est la nature de leur histoire, ça s'appelait notre meilleur ennemi du temps du 11 septembre pour montrer à quel point leurs relations, notamment sur la question du nucléaire avec un certain nombre d'opérateurs locaux, étaient un peu discutables. Notamment, ils avaient la Corée du Nord. Les Pakistanais ne sont pas des médiateurs neutres? Non. Bien sûr que non. D'abord, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Lord Palmerston avait dit ça très très bien et chacun l'a repris depuis. Non, les Pakistanais veulent trouver une solution, ça c'est indiscutable, mais je rappelle qu'ils sont armés par les Chinois, que la guerre contre l'Inde, c'était l'armement chinois contre l'armement français, et que leur principal allié, c'est la Chine, qui a un intérêt à la réouverture du détroit parce que le pétrole iranien est adapté aux raffineries chinoises. C'est un pétrole très léger, extrêmement rapide, on pourrait quasiment le mettre directement dans le réservoir de sa voiture, c'est vous dire à quel point il est utile, et il est très adapté à ça. Le pétrole américain est un peu plus lourd, et le pétrole vénézuélien est très lourd et très polluant, très cher à extraire, et ça servait à d'autres types de raffineries chinoises d'une autre catégorie ou indienne. Donc tout le monde a intérêt à la réouverture du détroit, la réouverture grande. Là, il n'est pas totalement fermé, mais il est difficile d'accès. Et c'est surtout les assureurs qui disent moi, si on tire au-dessus du bateau, je ne t'assure pas, ou alors il faut y aller sans assurance. Donc les Indiens et les Chinois sont prêts à le faire pour des raisons diverses, mais la plupart des autres bâtiments qui concernent autant du bitume que du gaz, que du pétrole, que des précurseurs chimiques pour les médicaments, c'est-à-dire, on ne se rend pas compte de l'incroyable décentralisation qui a permis aux États du Golfe d'être une puissante industrie de tous les dérivés pétroliers. Donc, comment vous voyez les choses évoluer? Donc le président Trump n'a pas tout à fait le temps. Oui. D'abord parce qu'il doit passer devant le Congrès, 60 jours. Au 60e jour, le Congrès doit être saisi, il a 30 jours pour délibérer. Donald Trump n'est pas vraiment sûr de ce qui va se passer au Congrès parce qu'il a perdu le contrôle de sa majorité. Et ensuite, le 14 mai, il doit être chez le président Xi Jinping à Pékin. Après un premier report il peut pas de son rendez-vous, non, la deuxième fois, ça ne va pas le faire. Et donc, il a des contraintes temporelles. Quelques jours pour le Congrès, plus 30 jours entre eux, et le 14 mai, de manière sûre. Donc d'ici là, il faudra bien trouver une solution. C'est pour ça qu'il fait à la fois de la pression, en faisant arriver un nouveau porte-avions qui est plutôt là pour remplacer le précédent qui a quelques difficultés techniques. Vous aviez une très bonne carte, je tiens à souligner la qualité de la présentation qu'a fait Harold Liman tout à l'heure, parce qu'on voit que les trois bâtiments en question ne sont pas groupés, mais extraordinairement répartis. C'est-à-dire un qui est en réparation, le Gerald Ford, le Bush qui arrive tout doucement, en ayant fait tout le tour pour éviter d'être apporté des outils Kenya, en traversant le canal de Suez. Donc il a vraiment pour les auditeurs d'Europe 1. Il a vraiment fait durer. Et puis l'Abraham Lincoln qui lui fait le à la sortie du détroit d'Ormuz. Gère le blocus. Mais il est très très loin. C'est plusieurs centaines de kilomètres. Il n'est pas au cœur du détroit. Vous voyez, le cœur du détroit, c'est la pointe que vous avez ici. Oui, il est à l'est. Et là où c'est très rétréci. Là, il ne se passe rien en fait. Cette situation que vous nous décrivez semble jouer plutôt pour les Iraniens. Oui, ils ont le temps pour eux, ils ont toujours eu le temps pour eux, ça a toujours été leur technique. C'est la stratégie de l'Empire perse comme du régime islamique, de la République islamique d'Iran, est toujours la même chose. Le temps, et le temps est pour eux. Les Iraniens qui communiquent assez peu. On a appris par le New York Times qui cite des sources iraniennes que Mojtaba Khamenei était grièvement blessé, brûlé au visage, mais qu'il restait vif d'esprit, nous dit-on, disent en tout cas ces sources iraniennes au New York Times. En tout cas, le régime des mollahs n'est à ce jour toujours pas abattu. Alors, il n'existe plus. Pendant ce temps-là, un coup d'État, ce qui ressemble à un coup d'État... C'est-à-dire, il n'existe plus. Sous l'ayatollah Khomeini, les mollahs avaient le pouvoir, c'était la mollarchie. L'arrivée de l'ayatollah Khamenei, le père de l'actuel, a permis un rééquilibrage entre gardiens de la révolution d'un côté, système mollarchique de l'autre, et une petite apparition d'un régime civil avec des présidents plus ou moins pragmatiques ou plus ou moins réformistes, tolérés par le système. Tout ça n'existe plus. L'élimination massive de toute la direction iranienne d'un seul coup a permis l'apparition d'un groupe
centralisé qui s'appelle le cercle Habib. Ce sont les anciens combattants de la guerre d'Iran-Irak, tous issus des gardiens de la Révolution, qui aujourd'hui ont tous les pouvoirs. Tous. Les mollahs sont écartés. Que l'ayatollah, que Mojtaba Khamenei soit vivant ou pas, n'a plus aucune espèce d'importance. C'est une enveloppe, un emballage, mais la réalité, ce sont un certain nombre de gardiens de la Révolution, le conseiller militaire, le président le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, et surtout l'homme qui a inventé la défense mosaïque, qui est aujourd'hui une sorte de directeur du centre d'études stratégiques, ancien commandant des gardiens de la Révolution, et qui a inventé l'extraordinaire décentralisation de la République islamique d'Iran. Il n'y en a plus une, il y en a 31. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Durée. Par rapport aux mollahs? Durée. Eux, ce sont à la fois des radicaux, pragmatiques et corrompus. Alors, l'avantage, c'est qu'ils soient corruptibles. Ce qui était l'enjeu de ce que Donald Trump voulait faire en disant « je vais faire comme au Venezuela ». Mais ça n'a pas marché car il n'a pas trouvé le bon interlocuteur. Il espérait que ça serait Ali Larijani, l'ancien secrétaire du Conseil de sécurité nationale, ça n'a pas marché. Il espérait trouver quelqu'un et quand il dit « j'arrive plus à discuter avec personne », c'est parce que dès qu'il trouve un interlocuteur, celui-ci est remis en cause par une autre faction qui ne s'en cache pas, puisque les insultes grossières contre le ministre des Affaires étrangères sont venues des gardiens de la Révolution eux-mêmes. Donc on sent bien qu'il y a un déplacement du pôle de direction. Le président Pezeshkian, une fois qu'il a dit « je m'excuse auprès de mes voisins du Golfe », s'est fait aussi rattraper par la patrouille. On sent bien qu'il y a aujourd'hui un renforcement. Et donc la question c'est, est-ce qu'ils peuvent parler avec les gardiens de la Révolution? C'est là où le rôle du Pakistan est essentiel, parce que le chef d'état-major pakistanais, qui est beaucoup plus important et que le président de la République et que le ministre des Affaires étrangères pakistanais, et qui est très proche du président Trump, est en situation, lui, de rétablir une voie de communication, ce qu'il s'essaye à faire, y compris en laissant passer des bateaux iraniens comme acte de bonne volonté. Alain Boer, c'est un régime qui a vocation à durer? Dans l'intérêt du peuple iranien, il vaudrait mieux que non. Mais en tant que tel, il n'est pas affaibli. Et il a montré, parce que ça fait 20 ans qu'il se prépare à cette guerre, une capacité à s'auto-renouveler est tout à fait considérable. Et on voit apparaître des éléments que nous avons du mal à percevoir d'ici, qui sont des centres de pouvoir, pas clandestins, mais un peu cachés, qui commencent à apparaître parce que toute la première couche ayant été éliminée, on voit apparaître la deuxième couche. Et surtout, on sait qu'il y a au moins 3 ou 4 couches qui ont été anticipées par l'organisation de cette fameuse défense mosaïque, ce qui nous amène à reconsidérer entièrement l'idée que c'est comme si les États-Unis n'avaient pas un président des États-Unis, mais un président dans chacun des États et qu'il fallait éliminer les 50 présidents, puis les vice-présidents ou vice-gouverneurs dans ce cas précis, puis une tranche en dessous, puis une tranche... Ce qui amène à une guerre très longue, très complexe et très difficile. La décentralisation du régime iranien a amené à sa solidification et en partie à sa radicalisation. Alain Boer avec nous ce matin, invité de la grande interview CNews Europe 1. Parmi les annonces de ces dernières heures, il y a la prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Par ailleurs, les Américains ont proposé le raid aux Libanais pour se protéger du Hezbollah. Qu'est-ce que peuvent faire les Américains? Alors d'abord, de plus que les Israéliens? Il n'y a pas de cessez-le-feu entre le Liban, qui est un État failli et qui n'existe pas, à mon grand regret, et Israël. Il y a un cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël, avec des violations de cessez-le-feu à peu près quotidiennes, mais petites. On va dire, il y en a eu ces dernières heures d'ailleurs. Oui, cette nuit même. Oui. Voilà, le problème du Liban, c'est de reconstruire le Liban, de reconstituer le Liban. Et là, il s'est produit un événement très important, puisque je rappelle que le Liban a déclaré la guerre en Israël en 1948, que cette guerre ne s'est interrompue qu'une année entre 1983 et 1984, que le Liban a ensuite rompu l'accord de paix, qui n'était pas qu'un cessez-le-feu, et qu'on est revenu au statu quo ante. Tant que le Liban n'a pas cessé sa guerre avec Israël, le Liban est en guerre avec Israël, Hezbollah ou pas Hezbollah. La volonté du président Aoun, largement aidé, il faut le dire pour une fois, grâce à Jean-Yves Le Drian notamment, qui a beaucoup pesé dans cette affaire, au nom de la République française, d'avoir des dialogues, de retrouver un dialogue direct avec les Israéliens en vue d'un accord de paix durable est un événement extrêmement important. Maintenant, le deuxième partie de l'événement, c'est la négociation avec le Hezbollah, qui doit nécessiter un accord du Hezbollah, donc de l'Iran. Le Hezbollah ne gère rien tout seul. Ce sont des gardiens de la révolution iranienne qui ont tiré les roquettes
contre Israël et qui ont déclenché l'opération israélienne au Liban, il faut le rappeler, c'est eux qui ont commencé. Et donc l'idée générale, c'est de permettre au gouvernement libanais de reprendre le contrôle de sa province sud. Il n'a même pas été capable d'expulser l'ambassadeur d'Iran qui est encore à Beyrouth. C'est vous dire à quel point la situation est très fragile du point de vue du gouvernement libanais. Mais s'il arrivait à cela, si l'armée libanaise était reconstituée et en capacité de reprendre le contrôle de sa propre frontière, alors il y aurait eu un pas en avant considérable. Sauf qu'à ce jour, on sait qu'ils ne peuvent pas. Comment on peut les aider concrètement? Comment est-ce que les Américains peuvent les aider? En reconstituant l'armée libanaise et en pesant suffisamment. On arrive toujours à quelque chose à un moment, il faut juste essayer. Et mettre de l'argent pour payer les militaires notamment aussi. Les équipements, parce qu'il faut voir les équipements des Libanais. Les équipements des Libanais datent des années 70-80. On n'est pas au cœur de la modernité, mais surtout il faut une vraie armée, une vraie structure de l'armée, un vrai retour à l'État-nation libanais, et là on en est loin. Mais le fait que le président Aoun ait eu le courage de relancer un dialogue direct, malgré les menaces du Hezbollah et des représentants politiques du chiisme libanais, sont des éléments qu'il faut prendre en considération. De ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les Libanais, qui ont quand même beaucoup souffert dans cette affaire, pas seulement dans le sud, mais aussi à Beyrouth, qui a été très durement bombardé parce que beaucoup de réfugiés du sud étaient là-bas et beaucoup de commandants du Hezbollah s'étaient réfugiés dans Beyrouth, y compris dans des quartiers non chiites. Il y a un événement là qu'il faut prendre en considération et qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il faut plutôt saluer l'effort. La France a rendu hommage hier au sergent-chef Florian Montorio, tué samedi dans une embuscade au Liban. Catherine Vautrin, la ministre des Armées, a aussi adressé ses pensées évidemment à Anissé Girardin, mort mercredi de ses blessures provoquées dans cette même embuscade, provoquée par le Hezbollah. Un hommage national lui sera d'ailleurs également rendu. 3 de nos soldats sont morts depuis le début du conflit. Est-ce que la France peut continuer à dire que ce n'est pas sa guerre ? Alors, d'abord, ils ne le sont pas morts sous ses propres couleurs, ce qui est toujours un sujet. La diplomatie, c'est plein de subtilités. En Irak, si. Et de précision. Le soldat irakien, c'était... Oui, mais il était dans le cadre d'une mission qui n'était pas française non plus. Je dis ça. Oui. Moi-même, je ne crois pas un moment à ces hypocrisies. Mais la diplomatie, c'est aussi tout est en forme et parfois en illusion. Non, la France ne peut pas dire que ça n'est pas sa guerre parce qu'elle est victime de cette guerre. Maintenant, est-ce qu'elle doit entrer en guerre ? Vous savez, c'est un peu le même débat qu'on peut avoir en Ukraine. Est-ce que nous soutenons les agressés ou est-ce que nous sommes des co-belligérants, comme diraient les Russes, ou est-ce que nous devenons des belligérants parce qu'on enverrait, par exemple, des troupes au sol ? La réalité, c'est qu'il faut enfin clarifier cette affaire de finule, de force d'interposition, soi-disant... Dont le mandat s'arrête à la fin de l'année. Dont le mandat s'arrête à la fin de l'année, mais surtout qui ne répondent à rien, qui sont obligés de subir, de se faire blesser ou tuer, et ça n'est pas il n'y a pas malheureusement que des Français, ou se trouver être prisonniers, comme ce fut le cas en ex-Yougoslavie, quand il y avait les massacres. Vous estimez qu'elle ne sert à rien, cette finule ? Non, je pense qu'elle devrait servir à quelque chose, à condition d'avoir les moyens de résister et de marquer sa capacité à dire on n'est pas là que pour subir. C'est un changement qui nécessite aussi que l'ONU renaisse de ses cendres, parce que là, il n'en reste plus grand-chose, même si on est en train de faire le casting du futur secrétaire général des Nations Unies. Oui. Je veux dire, c'est quand même un poste qui est devenu une pure illusion. L'OTAN. Donald Trump s'en prend régulièrement à l'OTAN. Je voulais vous entendre, et on va parler après de l'Ukraine, mais est-ce que les États-Unis pourraient vraiment quitter l'OTAN, Alain Boer ? Alors, d'abord, il y a plusieurs OTAN. Il y a l'Alliance Atlantique, qui est un espace politique assez large que les États-Unis ne quitteront pas parce qu'ils y ont beaucoup d'intérêts, y compris financiers, en termes de maîtrise de ce qu'ils vendent à des pays dont ils demandent des contributions de plus en plus importantes, à condition qu'ils n'achètent qu'américains. Bon, voilà. Ensuite, dans l'OTAN, il y a des pays surprotégés, ceux qui ont par exemple les 4 dépôts d'armes nucléaires tactiques avec des avions américains et un 5e qu'ils demandent, qui est la Pologne, et qui serait une sorte de cercle restreint, surprotégé, surcapacitaire, et qui est en voie de réarmement massif. La Pologne est en train de devenir la principale force conventionnelle en Europe. Et puis il y a les autres, dont nous, qui, grâce au général de Gaulle, ont toujours dit, attendez, il y a 2 alliances atlantiques, soit c'est une alliance de vassaux, j'en suis pas, soit c'est une alliance d'alliés, il faut rediscuter. Et depuis que le général de Gaulle a dit ça, il a essayé de reformater l'Europe, ça n'a jamais fonctionné, plan Fouché avec un T 1 et 2, et il s'est toujours trouvé totalement isolé dans cette affaire, alors qu'il avait parfaitement vu ce qu'était la question de la souveraineté nationale dans une alliance de nations européennes qui aurait un allié, et qui serait, de ce point de vue-là,
loyal avec les États-Unis. Il a anticipé ce qui était en train de se passer, c'est ce qui est en train de se produire, et donc il va y avoir une nouvelle alliance atlantique, je pense, plus réduite et plus contrôlée par les États-Unis, et une autre qui va essayer de s'en détacher en essayant de trouver des solutions européennes. Je précise d'ailleurs que pour la première fois, l'Alliance vient d'acheter des avions non américains pour remplacer ces AWACS, ce qui devrait provoquer une réaction très brutale des États-Unis qui ne pensaient pas que l'Alliance irait jusque-là, donc de nouvelles tensions. Mais une partie de ceux qui nous disent qu'ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts, les Anglais notamment, viennent de par exemple, accepter de ne pas rendre Diego Garcia Chagos à l'île Maurice sur pression des États-Unis. Quant au Groenland, où soi-disant nous les avons mis dehors, Donald Trump est en train de signer 4 nouvelles bases. Je voulais évoquer la guerre en Ukraine, mais on est pris par le temps. Vous reviendrez pour en parler. Alain Boer, merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, Chine, la revanche de l'Empire. Est-ce que c'est la fin de l'Occident aux éditions ? Non, mais ça sera la grande gagnante de cette séquence. Et vous nous avez parlé de Donald Trump qui va se rendre à Pékin bientôt. Merci beaucoup Alain Boer, bonne journée, à bientôt.